So tonight is a follow-up to what we've been doing for the last year, looking at different situations, finding solutions, and writing a plan that hopefully will help the citizens, a financial plan, an agreement, something similar to other municipalities have done. They're going to explain it to you in detail, and they're going to show you where we're at and what we've come across with dealing with different organizations on finding solutions to help you make your house watertight. So I don't want to take up a lot of your time, but again, thank you for being here. We've got great people here. I want to thank each and every one of them. They've been working hard for the last year. They were mandated to make this a priority and get the ball rolling, and we've taken flood management serious. You'll see it in our budgets coming up, that there's money being invested in projects in order to help alleviate some of the problems, and hopefully it'll work. And you'll hear all about them tonight. So thank you guys for taking the time tonight, coming out and doing what you're doing, and keep up the good work. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Mayor. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette session d'information concernant la gestion des eaux pluviales. Je me présente, Gilles Giroir, directeur général. So good evening, everyone, and welcome to this stormwater management information session. Over the last year, in an effort to increase our community resiliency, the City of Pointe-Claire has collaborated with experts in the domain, and we're pleased to have these experts among us this evening, namely Hélène Levasseur from Architecture Sans Frontières Québec, as well as Alicia Ruel from Ecohabitation, both of whom will present to you this evening information pertaining to how to cohabitate with water, what are the risks involved in, how we can mitigate some of that risk, and perhaps build more resiliently throughout the community. Now, in addition to this, we also have our Director of Engineering, Mr. Benoit Filion, that will be providing information pertaining to what the city has done, what they're planning in terms of initiatives and actions moving forward. And finally, I'll present at a high level the financial assistance program that the city has passed a motion our last council meeting, and I'll provide you some details pertaining to that. So without further ado, just some few housekeeping elements this evening. We do have the presentations will be bilingual, but we have our colleagues here that will mainly present in French. If there's any questions pertaining to comprehensions, terminology, they will, please don't hesitate to ask your questions. They'll be available to answer or translate. But we also have Xavier here today as a translator in the event of, okay? And last but not least, we do have 3 presentations this evening. I'd ask that we remain to postpone the questions at the very end of the presentations so that we can flow through, and then it'll be our pleasure to answer these at the very end. So on that note, I'll pass on the presentation to my colleague, Mr. Filion. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. So yes, like Gilles had mentioned, it will be divided mostly in 3 various sections. So I'll start slowly with the basic and various information about the gestion des eaux pluviales. So, and then my colleagues, partners will keep on going for the rest. Just to give you an idea, l'inventaire de toutes l'ensemble des infrastructures au niveau de nos actifs en infrastructure. Donc, on a beaucoup d'égouts sanitaires, d'égouts pluviales, de l'aqueduc. On a des grandes quantités au-dessus de 140 pour l'eau potable, 156 pour le sanitaire, ainsi que des structures au niveau des regards, les puisards, les bornes fontaines. Donc, on a vraiment une grande inventaire au niveau des actifs qu'on doit entretenir, renouveler et de planifier le remplacement au cours de nos prochaines années. Juste expliquer brièvement comment est-ce que le réseau pluvial fonctionne. Donc, en temps normal, une pluie assez standard va permettre de s'écouler dans les points bas pour ensuite s'acheminer vers les conduites d'eau pluviale et, par gravité, va s'écouler jusqu'au lac Saint-Louis dans notre cas ici. Par contre, lorsqu'il y a des pluies beaucoup plus intenses, l'eau va s'accumuler également dans les chaussées, mais à un moment donné, la conduite pluviale ne peut juste plus prendre la quantité d'eau, ce qui va faire en sorte que dans les points bas, dans les cuvettes qu'on appelle également ici, l'eau va ressortir en surface pour ensuite
avoir quelque chose similaire à ici là, qu'on a vécu il y a quelques années dans un secteur spécifique. Donc, lorsqu'on voit l'eau qui ressort en surface, c'est ce qui vient le justifier. Just to give you an idea, the city of Pointe-Claire is divided into large drainage basins. So just to give you an idea, this is one of them where we have a main pipe. All the pipes, all the water in that area here goes into the blue pipe. There's various pipes connecting all those streets towards this pipe, and then it brings it all the way down to the lake at the bottom. Obviously, when we look at a sector particularly, we're going to look, yes, at the street, but we're going to look at the entire basin as well. What can we do to reduce the amount of water here? Or what can we do to reduce the amount of water here? Can we look upstream, reduce the amount at the base, at the top upstream of the basin, try to reduce that amount of water before it goes in? Or can we do something else at the bottom? This is all various studies that we do in the engineering department to see what are the best options that we can do to really reduce the risk of flooding a little bit elsewhere. So it's a combination of local, upstream, and downstream interventions that can be looked at. Juste au niveau de la stratégie d'atténuation, donc ça fait plus de 25 ans que je suis à la ville de Pointe-Claire et on s'est toujours adapté au niveau des changements climatiques. On parle beaucoup de changements climatiques au cours des 2-3 dernières années, mais depuis que j'étais ici, en début des années 2000, déjà à ce moment-là, on parlait de changement climatique et les pluies qu'on utilisait pour nos simulations hydrauliques étaient adaptées constamment et nos réseaux étaient également conçus pour faire face à ces changements climatiques-là. Il faut être bien conscient que notre réseau date de plus de 70 ans. On s'est adapté avec le temps. Il y a eu des nouveaux secteurs qui se sont rajoutés. Il y a eu également des modèles, comme j'ai mentionné, qui se sont mis à jour. Tout ça pour dire que maintenant, il faut voir les changements climatiques comme des pluies beaucoup plus intenses. Ce n'est pas juste la quantité de pluie, c'est l'intensité, la durée à laquelle la pluie tombe. C'est un des éléments principaux auxquels on est confronté de plus en plus. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau de la gestion des eaux pluviales, la Ville de Pointe-Claire continue de faire ses inspections, faire l'entretien de ses réseaux, s'assurer qu'il y a peut-être des zones de rétention d'eau temporaire. Donc, c'est des alternatives. C'est une combinaison de solutions qu'on regarde pour, oui, regarder les conduites, mais regarder tout ce qu'on pourrait faire pour améliorer les situations. D'où les infrastructures vertes que je vais parler un peu plus en détail par la suite. Et ça fait, ça fait également partie de nos investissements à long terme et à moyen terme. Why bigger pipes alone may not solve the problem? So this is something that we think, oh, make bigger pipes and we're going to solve everything in the city. Actually, it's not exactly the case. It's more a combination of various solutions like I mentioned before. Again, if we go back to the drainage basin, if we just make a bigger pipe at the top, the bottom will still be a smaller pipe, and that's not the only way to solve the issues. So we look into local sewer improvements, upstream measures in drainage basins to reduce water entering an area. So again, if we could slow it down before it goes directly in the pipes, that's something that we look into. Downstream improvements to help move water more efficiently. Surface drainage measures such as ditches or swales. This is something that was done in the past. We thought, oh, well, we don't like ditches in the front and we don't like the way it looks. We don't like this and that. Actually, it was a great idea. And now we're even more considering coming back to those interventions. And again, like I said, it's a combination of various measures for us to address the situation. Donc, pour le plan de gestion des eaux pluviales, la Ville de Pointe-Claire s'est associée avec l'École de technologie supérieure pour nous aider, nous accompagner pour développer notre plan de directeur de gestion des eaux pluviales. C'est quoi, en bref? Donc, c'est d'identifier les zones vulnérables,
avec leurs spécialistes, leurs experts. On connaît très bien notre réseau à Pointe-Claire également, mais avec leur expertise, on est en mesure d'identifier graphiquement les zones vulnérables. On est en mesure d'également recalibrer les simulations hydrauliques de notre réseau pluvial. On évalue les risques reliés à certains phénomènes météorologiques. Je parlais des cuvettes tantôt. Il y a, oui, les cuvettes, mais lorsqu'on juxtapose différentes données, des informations, on est en mesure de déterminer encore davantage les zones plus à risque. On peut également faire des recommandations quant aux améliorations aux infrastructures et les mesures écologiques. Et ensuite, évidemment, prioriser nos interventions au niveau du PTI. For green infrastructure, you'll see these little images many times. It kind of gives us a great idea of what a green infrastructure is. So the goal is to redirect, collect, store, and slow it down before it goes back in the network. What you want to do is slow it down. Yes, the water, if it goes straight to the pipes right away, it's going to backfill if it's a high-intensity rain. The goal is to slowly put it aside, store it, and then when the network can take it again, bring it back slowly. This is the goal of the green infrastructure. Voici quelques types d'infrastructures vertes. Je ne rentrerai pas dans le détail de chacun, mais c'est juste pour vous donner des idées. On a des noues végétalisées, on a du revêtement perméable, on a des chaussées drainantes, on a des îlots de biorétention ou encore des jardins de pluie qui ont été envisagés, proposés également, des tranchées drainantes engazonnées. On a également des plaines inondables ici ou encore des endroits qui peuvent servir d'endroits pour entreposer la pluie. Il y a encore des solutions un peu plus conventionnelles, là. Donc on parle de rétention en conduite souterraine ou encore des bassins de rétention à ciel ouvert. Au cours des dernières années, on a eu plusieurs investissements à la Ville de Pointe-Claire en gestion des eaux pluviales. Encore une fois, sans entrer dans le détail de tous les projets, mais on voit ici quelques endroits où est-ce qu'il y a eu de la rétention en conduite. Boulevard Hymus, l'avenue Holiday, Cartier, Mason, puis le parc Ovid. On voit que c'est des conduites de très grand diamètre qui ont été doublées juste pour pouvoir faire de la rétention souterraine en conduite ou encore des grands bassins de rétention ici qui ont été faits le long du boulevard Hymus. On a le bassin ici de rétention au parc Hermitage qui date de la fin des années 90 également. On a des jardins de pluie, encore des bassins de biorétention. Lorsqu'on a reconstruit le stationnement aux travaux publics, on a utilisé cette méthodologie-là. Les jardins de pluie au parc Belmont, le sentier Sunnyside aussi. For the 2025 projects that we did last year, Winthrop, we had a major reconstruction of the infrastructure there. So we incorporated une saillie avec une ouverture ici dans la bordure pour pouvoir permettre l'eau de venir ici dans cet espace. On a fait un projet important au parc Elgin aussi, où est-ce que c'était un parc éponge sur lequel on venait emmagasiner l'eau pendant que le réseau puisse pouvoir le prendre à nouveau. Pour ce qui est de 2026, il y a un gros projet qui va commencer sous peu, just north of Belmont Avenue, south of Terracotta Park. The construction should be starting in about 2 weeks. Just to give you an idea, we had a big green space that was used by a soccer field. So why don't we optimize that location? So we know there's issues on Belmont Avenue at various spots. So in those extreme rainfalls, the water from Belmont will go into the floodplain that we would create where the soccer field is and also where the butterfly garden is. Don't worry, the butterfly will remain. We'll make it even nicer and bigger as well. Just to explain briefly, when there's water in the street, it will reach those low spots. The section of the park where the soccer field is will stay a little bit higher
then will slope down towards this area where it will store a bit more water. And in extreme rain, this would be full of water. So it just stores it there until the network can take it again afterwards. This is one of our biggest projects this year. Another one that we have on our radar is Ivanhoe Crescent. We had to redo that project. The entire infrastructure have to be done. So we're talking about the water main, the sewers, and we said, okay, while we're there, what can we do to improve drainage? So we looked at the existing cross section right here. Some of the areas had ditches, some of them were backfilled. There's little drainage pipes underneath. So we said, okay, with this design, we want to incorporate green infrastructure. So we went ahead and re-propose ditches on both sides. So it's a combination, c'est un hybride. Donc oui, il y a des conduites pluviales, mais on maintient les fossés de part et d'autre. Donc, dépendamment de l'intensité des pluies, les fossés, avec le matériau qui va être sous les fossés, va permettre une percolation dans le sol jusqu'à une certaine capacité. Lorsque c'est saturé, il y a un transfert vers les conduites pluviales et on a été en mesure de grossir le plus possible la conduite sur Ivanhoe. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'on se raccorde sur Braybrook. Donc, encore une fois, ces calculs-là sont pris en compte lors du dimensionnement. Un autre projet for 2026 that's still under design as we speak is the green space between Waverly and Kinsman Park. So this is something that we're looking into. There was a phase 1 done last year or the year before, and we just received the authorization from the ministry about that project. So just to give you a heads up, les développements pour 2026, on va poursuivre au niveau de la gestion des eaux pluviales avec des investissements totalisant autour de 3,1 millions juste en 2026. On poursuit nos analyses hydrauliques. On va prioriser nos projets en vue de la préparation des futurs PTI, les projets qui s'en viennent dans le futur. Lorsque possible, on va également faire des demandes de subventions dans le programme OASIS. C'est un programme de subvention qui vient en aide aux municipalités pour des infrastructures vertes. Donc, les sommes sont très importantes. On parle d'un 80% d'un projet qui considère l'intégration d'infrastructures vertes. Donc, on essaie d'avoir toutes les opportunités pour que la Ville puisse bénéficier de ces subventions. On va également finir le plan de gestion des eaux pluviales sur lequel on travaille avec l'ETS. Donc, ça va se poursuivre. On va mettre à jour et on va avoir de la nouvelle réglementation. C'est en cours, c'est des discussions qu'on a avec nos partenaires pour voir qu'est-ce qui existe à Pointe-Claire, qu'est-ce qu'il y a comme réglementation. On veut s'ajuster en intégrant certaines ou plusieurs des notions qui seront discutées ce soir là. Donc, c'est un travail de collaboration avec l'urbanisme et l'ingénierie pour l'ensemble des règlements. Et finalement, le programme de financement pour le domaine privé résidentiel, l'aspect que Gilles a soulevé tantôt. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde pour mettre en place là, sous peu. Sur ce, je te laisse la parole. Merci, Benoit. So as mentioned at the beginning of this presentation, on May 5th, the City Council filed a notice of motion projecting to adopt a financial assistance program for stormwater management. This evening, I'm going to present you just the high-level elements, the main elements therein. Now, this program itself will include a component that Ecohabitation will present later on during the presentation, essentially what they're offering in terms of service. We've partnered up with Ecohabitation to provide a turnkey service where they evaluate solutions that you could put within your private dwelling to help increase your overall resiliency to stormwater management issues. Now, what the objective of the program is at a very high level is to increase our overall territorial resiliency. You don't have to have been affected by previous stormwater events. But what we want to do essentially is that we encourage our citizens to put forth measures, and my colleagues here will go through these details, to essentially allow citizens to increase their capacity to resist these types of heavy rainfall events.
Now, you need to be obviously situated within the territory of Pointe Claire, and it's aimed at currently residential properties of 1 to 2 dwellings. The financial amount is up to a maximum of 50% of total costs to a maximum of $5,000 per property. Now, the subsidy itself can be combined with other types of provincial or federal subsidies as long as it doesn't surpass the total cost of the work being done. And finally, the funds are available on an annual basis. Once they're depleted, essentially, the projection is to replenish those funds and continue the program moving forward. So those are some of the main elements therein. So what type of eligible work does this program address? It essentially addresses anything that has to do with internal plumbing from the main draining stack to the city network, catch basins, window wells, backfilling of garage entrances, sealing of floodwater entry points, roof drains, backwater valves, fixed or removable flood barriers, disconnection of gutters, permeable surfaces, rain gardens, correction of ground slope, water-tight doors, retention systems, and any other type of recommendation that would come from our partners, our experts here. So once again, this is a quick overview of the program. More details forthcoming in the next months. Now, on that note, next part of the presentation belongs to our colleagues here, our partners. Architecture Sans Frontières Québec, Madame Levasseur will be presenting to you the main elements within the provincial referential guide that was essentially completed this year. On that note, Madame Levasseur. Merci, bonjour. Je vais parler en français. Est-ce que vous comprenez un peu le français ou je me force? Oui, parfait, génial. J'ai ici aussi le guide, si vous voulez le voir, le consulter. Je vais les laisser devant, si vous voulez les pages. En anglais puis en français. Donc, voilà. C'est moi, Hélène Levasseur, directrice des programmes. Ce qui est écrit, oui. Chez Architecture Sans Frontières, je suis là-bas depuis 6 ans, donc je suis une chercheure en architecture, mais j'ai aussi une maîtrise en sciences d'environnement. Bref, je porte plein de chapeaux dans la vie. Je dirige le programme de résilience climatique depuis 6 ans chez Architecture Sans Frontières et j'ai dirigé plusieurs projets de recherche qui ont permis la création du guide qu'on présente ce soir. Faire une super brève historique, pas une historique, là, mais Architecture Sans Frontières, on est qui? On a le bras humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec, donc les 5000 architectes du Québec sont nos membres. On fait partie d'un grand réseau, l'Architecture Sans Frontières internationale, qu'on est à peu près une vingtaine ou une trentaine selon les années, de groupes d'architectes dans ce réseau-là qui collaborent à l'international, mais aussi à l'échelle locale. Donc, on travaille à l'international, oui, on construit des écoles en Tanzanie, oui, on développe des mieleries en Ouganda, mais on travaille beaucoup plus au Canada, donc autant avec les populations autochtones, avec les personnes en situation d'itinérance. On fait beaucoup aussi d'éducation architecturale, autant des conférences grand public, mais aussi, on est plusieurs qui enseignons à l'université. On a aussi Éco-Réno, qui est un gros 10 000 pieds carrés. C'est pas vrai, il s'appelle maintenant Réco. Il a été rebrandé. Donc, c'est un 10 000 pieds carrés. C'est comme un Réno-dépôt de matériaux de réemploi. Et on fait aussi de la recherche et des outils en résilience climatique. Si vous voyez une maison, code minimum, construite dans une piscine à vagues pour voir qu'est-ce qui se passe quand il y a des vagues qui rentrent dedans. C'est vraiment le fun. Je vais vous parler un peu plus de ces choses-là. Donc, le référentiel qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un référentiel qui est issu de, j'ai envie de dire, 6 ans de travaux avec plus de 160 humains qui ont participé. Les principaux partenaires sont à l'écran. Donc, autant les gouvernements provinciaux, fédéraux, municipaux, mais aussi beaucoup d'écoles. Donc, on a beaucoup de groupes de recherche, aussi des professionnels, dont Écohabitation, aussi des firmes d'architectes, des firmes d'ingénieurs, des municipalités aussi qui ont participé à tout ça, des assureurs, des associations professionnelles. Donc, l'idée, c'était d'aller chercher le plus possible de points de vue, de perspectives pour développer des outils
et aussi adresser le plus possible d'angles morts dans la chaîne de valeur pour s'assurer que, oui, bien beau développer des outils, mais il faut s'assurer que ça réponde aux besoins, mais il faut aussi s'assurer qu'il y ait des professionnels qui puissent mettre en œuvre ces mesures-là. Donc, on a travaillé à plusieurs niveaux. Juste pour faire un très, très bref historique, donc oui, on a construit des maisons dans des piscines à vagues pour voir comment l'eau rentre dans un bâtiment, identifier les points de vulnérabilité d'un bâtiment qui est construit code minimum, aussi pour tester différents types de bâtards d'eau ou de techniques de protection des ouvertures, donc à la fois des portes manufacturées par des Allemands, mais aussi des sacs de sable mis en place par les travailleurs municipaux. Donc, différentes techniques qui existent pour vraiment quantifier, mesurer qu'est-ce qui marche, dans quel contexte, qu'est-ce qui ne marche pas, dans quel contexte, parce que certaines mesures marchent bien à certains endroits et d'autres ne marchent pas bien. Donc, tous ces essais-là qu'on a fait au CNRC, là, au Conseil national de recherche scientifique du Canada, nous ont permis d'acquérir des données probantes qui permettent d'influencer le code de construction éventuellement. On a fait aussi de la radiographie à neutrons, ce qui est assez cool. Donc, on a lancé des neutrons sur des matériaux pour voir comment l'eau liquide circule dans un mur, dans un plancher, dans des matériaux, pour comprendre quelles sont les conditions pour développer la moisissure, mais aussi quel type d'assemblage, quel type de mur emprisonne davantage l'eau, donc va favoriser la moisissure suite à une inondation. Tout ça pour mieux comprendre comment faire sécher un mur suite à une inondation, aussi quel type de matériaux on devrait conseiller, quel type de matériaux on devrait proscrire. Il y a aussi d'autres tests en laboratoire qui ont été faits avec l'Université de Sherbrooke et aussi encore avec la collaboration des cohabitations pour voir un peu un mur de sous-sol idéal, ça aurait l'air de quoi, donc quel type d'isolant on doit mettre, avec quel type de finition et tout ça. Beaucoup de consultations avec différents types de parties prenantes. On a développé aussi une vitrine web sur laquelle il y a plusieurs webinaires qui sont préenregistrés, qui peuvent être écoutés, autant pour les professionnels, pour les citoyens, aussi pour les municipalités. Il y a eu beaucoup d'ententes qui ont été faites aussi avec différentes municipalités pour s'assurer que les cadres réglementaires suivent un peu la tendance et soient modernisés pour faciliter l'adaptation et à l'inverse pour réduire la maladaptation. Donc, aujourd'hui, moi, je vous présente davantage le guide. Le guide, encore là, il vient de 6 ans de recherche. Ça, c'était les 3 plus grandes phases, j'ai envie de dire, de recherche qui ont été faites. Donc, les 2 premières années qui étaient comme une espèce d'état de la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire que d'adapter un bâtiment? C'était à très, très haut niveau. C'est un mandat qu'on avait obtenu par la CMM, excusez-moi, la Communauté métropolitaine de Montréal, eux-mêmes mandatés par le MSP, Ministère de la Sécurité publique, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que d'adapter un bâtiment. Donc, grosso modo, quels sont les effets de l'eau sur un bâtiment? C'est quoi les grandes stratégies? Donc, on peut résister, on peut accueillir l'eau, on peut aussi se déplacer ou s'élever au-dessus de l'eau. Donc, c'était vraiment de base. La deuxième étape, on a lancé les fiches habitation, inondation, c'était 17 fiches qui nommaient des bonnes idées. Donc, comment concevoir des cabinets de cuisine qui soient résilients aux inondations si l'eau rentre dans votre cuisine? Comment construire des murs qui sèchent bien? Où disposer les espaces de vie? Donc, là, on allait un petit peu plus en détail de quelles sont les bonnes idées. Et la troisième étape, et non la moindre, qui a mené au guide national que vous avez entre les mains, c'est à travers lui, dans le fond, avec un financement de 2,5 millions de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque de logement, qu'on a pu aller faire de l'acquisition de données et mieux comprendre vraiment spécifiquement qu'est-ce que ça veut dire que de construire un mur résilient aux inondations, entre autres. Là, on va passer à travers tout ça. Puis là, je parle de mur résilient aux inondations, mais ça va beaucoup plus loin que ça, vous allez le voir. Fait que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un grand tour de cet outil-là. Il y a un code QR où vous pouvez le downloader en français ou en anglais. Le code QR va vous amener directement sur la boîte à outils. Sur la boîte à outils, il y a un petit vidéo aussi que vous allez pouvoir écouter sur YouTube, qui est en français, mais vous pouvez mettre les sous-titres en anglais, qui est une vidéo qu'on a développée avec le gouvernement du Québec qui explique en 4 minutes et demie qu'est-ce que ça veut dire que d'adapter un bâtiment aux inondations. Le guide que je vous présente aujourd'hui est divisé en 3 cahiers. Donc, le risque d'inondation, les chemins de l'eau et construire mieux.
Donc, le risque d'inondation va vous permettre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le risque d'inondation à l'échelle du bâtiment. Donc là, on ne parlera pas de rivières qui débordent puis de choses comme ça. On va vraiment parler de comment l'eau atteint un bâtiment et de comprendre quelles sont les vulnérabilités d'un bâtiment exposé à un certain type d'inondation. Ensuite, il va y avoir les chemins de l'eau, que ça va être un cahier qui va présenter toutes les mesures qui permettent, un peu comme Benoît mentionnait tout à l'heure, de rediriger, d'accumuler, de ralentir l'eau. Donc, tout ce qui a trait au contrôle de l'eau, à la direction de l'eau, à la gestion de l'eau avant qu'elle atteigne l'intérieur du bâtiment. Et ensuite, reconstruire mieux ou construire mieux. Ben là, on prend pour acquis que l'eau va finalement faire son chemin vers la maison et tant qu'à ça, comment on construit pour que le bâtiment, si l'eau l'atteint à l'extérieur ou à l'intérieur, puisse être plus résilient et réduire les dommages. Donc, chacun des 3 cahiers est divisé en 3 parties. Celui-ci, on va parler là, rapidement, donc c'est quoi le risque d'inondation? Donc, on va parler des 3 éléments à considérer à l'échelle du bâtiment. Donc, toujours, chaque stratégie d'adaptation doit toujours agir sur 3 niveaux. Donc, la position des éléments, donc son exposition. On va parler aussi de l'aléa lui-même, comment gérer, réduire la quantité d'eau, et aussi la vulnérabilité ou la sensibilité des éléments. Donc, il y a 3 façons de réduire le risque. Vous allez voir ici les petites bulles bougent. Donc, si on réduit l'aléa, vous allez voir la zone orange, qui est le risque, va réduire. Quand je dis réduire l'aléa, ça ne veut pas dire réduire la quantité d'eau qui tombe du ciel ou celle qui sort de la rivière. À l'échelle du bâtiment, on n'a aucune emprise là-dessus. Par contre, à l'échelle du bâtiment, on peut mieux gérer l'eau sur le terrain ou on peut aussi peut-être mettre des batteurs d'eau dans les portes pour s'assurer, pour réduire le risque d'infiltration d'eau. Donc, ça va tout être les mesures qui touchent directement à la quantité d'eau qui agit sur le bâtiment. La seconde stratégie, ça va être de jouer sur l'exposition des éléments vulnérables. Donc, on s'assure que le tableau électrique ne soit pas dans le sous-sol si le sous-sol risque de flooder. Mais c'est aussi la position peut-être des chambres à coucher, donc des pièces de vie, donc s'assurer que ces pièces-là ne soient pas exposées à l'inondation. Ensuite, la 3e stratégie, ça va être de réduire la vulnérabilité ou la sensibilité des éléments exposés à l'inondation. Donc là, on va parler de la matérialité des choses, comment elles sont construites. Donc là, c'est sûr qu'on va faire sortir le tapis à poils longs des sous-sols là, dans cette partie-là. Fait que ça va être vraiment joué sur la sensibilité des assemblages, des matériaux, des composantes du bâtiment et même du mobilier. Donc, en gros, il n'y a pas de magie ici. J'ai réussi à faire disparaître le risque orange, il n'existe plus, mais il faut comprendre que le risque 0 n'existe jamais. Mais pour s'approcher le plus possible du risque 0, il faut toujours jouer sur les 3. Mieux contrôler l'eau, déplacer tout ce qui est sensible et réduire la sensibilité de ce qui demeure exposé. C'est la stratégie du fromage suisse qui est utilisée en gestion de crise dans plusieurs domaines. Donc, on empile les tranches de fromage pour être sûr que s'il y a un aléa qui arrive, s'il y a un risque qui arrive, bien, il soit arrêté à quelque part. Donc, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, on ne met pas tout sur la responsabilité d'un pauvre clapet ou d'un pauvre drain. Il faut empiler les stratégies pour se protéger davantage. Donc, dans le guide, vous allez voir, je vais passer rapidement, mais quand on va parler du risque de l'aléa lui-même, on va expliquer comment circule l'eau dans un bâtiment. Donc, c'est toujours important de comprendre qu'il y a 3 grands réseaux d'eau dans un bâtiment, puis les 3 interagissent toujours. Puis quand il y a une inondation, c'est encore pire de bien comprendre qui agit avec quoi. Donc, il y a tous les eaux en surface, l'eau qui tombe du ciel, qui va dans vos gouttières, qui réussit là autour de votre maison. Ensuite, il y a tous les réseaux intérieurs de votre bâtiment, donc tout ce qui gère vos toilettes, vos lavabos, vos laveuses sécheuses, tous les drains dans votre maison. Et ensuite, il y a aussi le réseau de tout ce qui est la gestion des eaux en souterrain, donc les drains français. Tous ces réseaux-là interagissent en temps de pluie intense. Si un réseau est bloqué par un clapet, par exemple, si on bloque le réseau d'égout avec un clapet sur le main, mais qu'en même temps, on flush notre laveuse, il y a un risque d'auto-inondation. Même chose, si on pompe l'eau de notre sol puis on la renvoie sur le terrain, bien, il y a des chances que notre drain français la capte et la ramène à l'intérieur de notre bâtiment. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment l'eau circule dans un bâtiment avant de choisir une stratégie.
C'est ce qu'on explique. Ensuite, on va parler de la notion d'exposition. Donc, oui, il y a des cartes pour les zones inondables sur le bord des rivières, mais il y a de plus en plus de données aussi pour comprendre quelles sont les zones en cuvette dans les municipalités non exposées aux inondations fluviales. Oui. Donc, on explique un peu toutes ces notions-là de base. On parle aussi de qu'est-ce que la vulnérabilité, qu'est-ce que la sensibilité des éléments. Donc, dans cette partie-là, on va présenter énormément de photos pour montrer quels sont les dommages potentiels d'un bâtiment, puis liés à l'eau directement, mais aussi beaucoup liés au développement de moisissures si l'humidité est mal gérée suite à une inondation. Ensuite, dans cette partie-là de vulnérabilité, il y a une liste un peu qui dit qu'est-ce qu'on doit savoir avant de choisir une bonne stratégie. Donc, on doit connaître son terrain, on doit connaître son bâtiment, on doit connaître beaucoup de choses avant de développer une stratégie. Donc, cette petite liste-là peut vous aider à naviguer à travers ça. Et la dernière partie que je voudrais souligner aussi, c'est tout ce qui est le profil des occupants. C'est super important à penser à vous dans la définition d'une stratégie parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes capacités financières pour mettre en place différentes mesures. Ce n'est pas tout le monde non plus qui va avoir la même tolérance au risque. Certaines personnes vivent très bien avec une entrée d'eau dans leur sous-sol à tous les printemps. Ils la gèrent depuis des décennies et c'est parfait pour eux. D'autres personnes n'accepteront pas ça. Est-ce que vous êtes assuré? Est-ce que vous n'êtes pas assuré? Aussi, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Est-ce que vous avez la capacité physique de mettre en place des bâtards d'eau, des sacs de sable? Si la réponse est non, peut-être que votre stratégie ne devrait pas être celle-ci. Fait que c'est plein de petits reminders comme ça qui vous aident à faire un choix éclairé le plus possible. Les deux autres cahiers sont les cahiers où on va vraiment présenter les mesures. Eux aussi sont divisés en 3 parties. On va parler des mesures à l'extérieur, à l'intérieur et tout ce qui a trait aux fondations. Les 2 cahiers sont faits exactement de la même façon. Je vais passer rondement à l'intérieur. Je ne vais pas m'arrêter sur chacune des mesures. Le document fait 150 pages. On en aurait pour des heures. Donc, en gros, dans Chemin de l'eau, on va parler des différents réseaux, de comment les différents réseaux, vous en voyez un en orange, un en rose et un bleu, comment ils interagissent ensemble. Chacune des... la manière que c'est fait, c'est que dans chacun des 3 dossiers, il va y avoir ce qu'on appelle des fiches ou des bonnes idées. Donc, il va y avoir comme si vous voyez tout ce qui est les eaux de surface et ensuite les eaux souterraines. Et pour chacun des fiches, dans le fond de mesure, il va y avoir plusieurs petites sous-fiches. Vous voyez, je n'ai pas de pointeur. J'ai-tu un pointeur là-dessus? Oui. Donc, vous voyez qu'à chacun des fiches, vous avez toujours plusieurs fiches ou plusieurs possibilités qui vous permettent de choisir la stratégie qui est le plus adaptée à une situation. Par exemple, si on prend la gestion des eaux souterraines, là, donc les fameuses sump-pumps, on va expliquer comment le système fonctionne en lui-même, mais ensuite, il va y avoir plusieurs sous-petites fiches que je présente là, qui vont vous permettre de mieux comprendre différentes possibilités, différentes mises en situation de comment je peux installer un drain français et sa pompe et sa batterie dans divers contextes. Il y a des encadrés en rose aussi que ça va être plein de mises en garde parce qu'une mesure peut être une bonne idée théorique, mais dans certains contextes, une mesure peut être une très mauvaise idée. Donc, voici, il y a plein de petits reminders comme ça de choses à faire attention qu'on mentionne. Il va y avoir beaucoup de petites icônes qui vont vous aider à naviguer, donc pour voir à quel type de bâtiment certaines mesures s'affichent. Aussi, une idée des prix, mais encore là, ça reste très, très général parce que c'est difficile de mettre un prix sur une mesure parce que tout est complètement différent. 1 marteau, 2 marteaux, 3 marteaux, donc celles qui sont faciles à mettre en œuvre peut-être soi-même et celles qui vont peut-être prendre plusieurs personnes pour mettre en place. Donc, chemin de l'eau. Je vais y aller rondement. Présentation en rafale des différentes fiches. J'ai mis les fiches en anglais parce que je parle en français, fait que c'est peut-être complémentaire. Donc, comment drainer un toit en pente, c'est pas la même façon que drainer un toit plat. On va parler aussi beaucoup de mesures paysagères, donc comment gérer l'eau sur votre terrain. Ça va beaucoup ressembler à ce qui se passe à l'échelle de la ville, mais ce qui se fait à l'échelle de la ville, des parcs. Dans une municipalité comme le vôtre où la plupart des gens ont des grands terrains, bien, c'est peut-être bien aussi de faire une part sur un terrain, ça vous protège davantage.
On va parler aussi des étanchéisations des ouvertures. Par exemple, si on prend juste le landscaping, le paysagement, juste pour cette série-là, je pense qu'on a comme 8 ou 9 pages différentes. Donc, différents types d'aménagements que vous pouvez faire à l'échelle de votre propriété qui peuvent réduire énormément la quantité d'eau qui va atteindre votre bâtiment, que ce soit par le drain français ou par les ouvertures. Si on parle ici de la protection des ouvertures, c'est là justement qu'on mobilise les connaissances qu'on a acquises avec les recherches, dans le cadre des recherches qu'on a faites avec le CNRC. Donc, on va expliquer pourquoi pourquoi les sacs de sable, c'est une vraiment mauvaise idée à l'échelle de la fenêtre, mais ça peut marcher à l'échelle du bâtiment. On explique pourquoi c'est pas une bonne idée à l'échelle de la fenêtre. Bien, c'est parce que ça prend une pompe en arrière, sinon ça sert à rien. On explique certaines mesures qui peuvent être une bonne idée dans certains contextes et qui peuvent être une très mauvaise idée dans d'autres contextes. Aussi, on a testé pour vous différents types de bâtards d'eau qui sont disponibles sur le marché, certains beaucoup plus faciles d'accès que d'autres. Donc, tout ça est mentionné là-dedans. Donc, si vous voyez des images, justement, où on parle des sacs de sable, on a brisé la machine avec des sacs de sable dans une fenêtre, là, tellement il y avait de l'eau qui rentrait, on a vraiment brisé la machine. Par contre, à l'échelle d'une maison avec des pompes derrière, ça peut fonctionner, ça réduit la quantité d'eau qui atteint la fondation. Donc, c'est des choses qu'on discute dans ce guide-là. Si on parle des fondations, bien, on va parler de margelles, de choses de la sorte. Chacune, encore là, des fiches, chacune des grandes idées va avoir plusieurs sous-fiches qui vont expliquer différentes composantes. Par exemple, si on parle de rediriger les eaux de surface, ça peut y aller par des margelles, mais ça peut aussi fonctionner par un comblement d'une entrée en contrepente. On peut faire aussi des murs bas dans différents types d'entrées. Donc, encore là, vous voyez le principe, là, je ne vais pas tous les nommer. Et il y a beaucoup de mises en garde comme celle-ci. Puis elle, je la mets là parce qu'il faut qu'on en parle. Les drains de fondation, là, ça sert à gérer de l'eau de pluie ou de l'eau de la fonte des neiges en temps normal. Ce n'est pas une mesure d'adaptation face aux inondations ou aux pluies diluviennes. En fait, qu'est-ce que ça fait un drain français? C'est que ça capte l'eau qui est autour de votre fondation pour réduire la pression hydrostatique sur vos fondations, pour réduire le risque de fissure. Mais ça reste que c'est un tuyau de 4 pouces qui fait rentrer de l'eau dans votre maison vers une pompe. Cette pompe-là prend l'eau et la renvoie dans soit le système de la ville ou soit sur votre terrain. Si le système de la ville est déjà surchargé, l'eau ne peut pas sortir, donc votre puiseur à l'intérieur va déborder. Si vous la ressortez sur votre terrain qui est déjà inondé, bien, votre drain français va le recapter puis va le ramener à l'intérieur. Fait qu'il faut comprendre qu'un drain français, ce n'est pas une mesure d'adaptation contre les inondations. Et encore faut-il parler de la pompe, c'est pas connecté sur une batterie. Parce que souvent, qui dit grosse pluie, dit aussi coupure de courant, donc ça prend une batterie. Et si cette batterie-là n'est pas connectée sur un commutateur de transfert automatique qui va faire un switch automatique, bien, si vous êtes à Punta Cana, il y a des chances que personne fasse le switch, puis vous allez remplir votre sous-sol. Fait que c'est tout ça qu'on dit un peu. Donc, oui, un drain français pour gérer l'eau en temps normal et gérer les infiltrations normales dans une fondation fissurée, mais pas pour gérer des inondations. J'en parle beaucoup, mais il y a des façons d'avoir il y a différentes configurations qui peuvent minimiser le risque. Fait que c'est peut-être intéressant pour vous de comprendre, selon votre terrain, selon la configuration de la plomberie autour de votre maison, qu'est-ce qui est possible pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vous présente un cas ici réel, juste pour illustrer un drain français, pourquoi ce n'est pas toujours magique. Ici, c'est un drain français super conforme, très bien fait, aucune pompe à l'intérieur, aucun puiseur à l'intérieur, donc c'est un drain français gravitationnel, ça c'est sa sortie. Fait qu'il capte l'eau autour de votre maison, par gravité, il s'en va dans le fossé. Ici, vous voyez, c'est le drain, donc il est bloqué à peu près à 95 %. Fait que débit est arrivé, la pluie il y a 2 ans à peu près. Ce drain-là était bouché. Il n'y a pas eu d'eau en surface. Par contre, il y a eu une remontée de la nappe phréatique, donc un drain français surchargé. Qu'est-ce que ça fait un drain français surchargé? Bien, ça n'agit plus. L'eau s'accumule autour de la fondation et sous la dalle. De l'eau, ça ne se compresse pas. Du béton, ça casse. Fait qu'est-ce qui se passe? Bien, la dalle de votre sous-sol lève, fissure. Ça fait une belle fissure d'à peu près 3/4 de pouce.
L'eau rentre, elle est propre, mais elle rentre pareil, mais elle brise tout votre beau fini à l'époxy. Et encore, vu que c'est votre dalle et que votre maison est assise sur votre dalle, bien, les murs se soulèvent, les solives dans le plafond pètent. Fait que là, on n'a plus un dégât d'eau à 40 000 $. On a des problèmes structuraux à 100, 120 000 parce qu'il faut redescendre la maison après. Donc, ça devient beaucoup plus complexe. Donc là, on a un drain français gravitationnel, sans pompe, sans puiseur intérieur, mal entretenu. Ça aurait juste un petit coup de poignet au printemps, puis ça ne serait pas arrivé. Donc, encore là, quand on met en place des mesures d'adaptation, l'entretien est méga intéressant. Pas intéressant, important. Alors, vous avez compris le principe. Il y a beaucoup de mises en garde. Ici, par exemple, on va parler de la connexion de la fameuse pompe. Donc, c'est super important de toujours avoir différentes mesures de secours sur des mesures de secours pour s'assurer que tout fonctionne en tout temps. Construire mieux, exactement la même logique. 3 cahiers, intérieur, extérieur, fondation. C'est une série de bonnes idées de comment mettre en œuvre, comment construire un sous-sol ou construire une habitation que si l'eau l'atteint, elle sera moins abîmée. On va parler de différents types d'inondations, puis on va même parler de toiture là-dedans. Donc, parce que oui, l'eau peut être aussi une source d'infiltration, donc d'inondation d'une maison, même si ce n'est pas une inondation de surface. Donc, on va y aller encore là, le même principe. On va expliquer dans la première page les différentes idées qui vont être traitées là-dedans. Donc, par exemple, pour l'intérieur, on va parler de comment penser les espaces intérieurs pour mettre les personnes davantage en sécurité. Ça s'adresse davantage peut-être aux inondations fluviales où il y a des grands courants, il y a des risques pour la vie humaine. Par contre, ce qui est très pertinent pour vous aussi, c'est tout ce qui est où sont les équipements électriques dans votre maison. Donc, on va parler, bon, je mets plusieurs, comment on redispose les espaces de vie, comment aussi on pense peut-être les différentes boiseries à l'intérieur d'une maison. Par exemple, votre escalier au sous-sol, peut-être pas la fermer, donc s'assurer que sous les escaliers, ça soit ventilé. Donc, si une infiltration d'eau, ça puisse sécher davantage. Si vous avez des belles portes de bois massif que vous aimez beaucoup, bien, peut-être penser à des charnières amovibles pour faciliter leur retrait en cas d'inondation. Il y a plein de trucs comme ça qui sont mentionnés. On va parler aussi de protection de tout ce qui est équipement mécanique. Si vous êtes propriétaire d'un grand bâtiment de multiplex ou d'un immeuble avec 70 logements à l'intérieur, comment on peut redistribuer aussi l'électricité à l'intérieur d'une maison pour s'assurer que l'électricité vienne peut-être du plafond et non du bas des murs. Donc, c'est des choses simples, il suffisait d'y penser. Même chose pour les murs. Qu'est-ce qu'un mur résilient? Quels sont des planchers résilients? Puis là, j'en parlerai pas beaucoup parce que toi, je pense que tu en parles un peu du genre de mur parfait. Donc, ça, c'est des détails qu'on a développés justement avec Écohabitation. Donc, comment penser un mur que si l'eau rentre, on peut le désassembler, le faire sécher. On va parler aussi, là, ici, la photo qui est là, c'est un mur en plâtre pas placo-plâtre, mais en tout cas un mur ancien. Donc, on s'intéresse aussi aux bâtiments anciens. Donc, si vous êtes propriétaire de maisons anciennes, on va parler de fondations anciennes, de murs anciens, de qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux restaurer différents types d'assemblages, les planchers. Donc, oui, un plancher résilient, mais encore faut-il que ça soit ventilé en dessous si l'eau venait à rentrer. Donc, on va parler de tout ça. Puis là, je vais dire attention au risque de moisissure parce que bien beau gérer l'eau, en surface, il faut toujours bien faire sécher les murs suite à une inondation. Puis là, on présente un peu tout ça aussi dans ce guide-là. Donc, si c'est des photos que j'ai prises dans un logement à la Chine suite à débit, l'eau, cet appartement-là a été dégarni, je pense, 5 jours après l'inondation et il y avait déjà de la moisissure partout. Là, ce que vous voyez sur le cabinet là-bas, c'est pas de la mousse de sécheuse, là. C'est vraiment de la mousse en 3D qui s'est développée avec seulement 7 jours de décalage. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'éléments comme ça qui donnent envie de choisir peut-être des types de matériaux un peu plus résilients. Voilà. Je vais aller à la dernière partie parce qu'elle est un petit peu différente, qui est la partie des fondations. Donc, c'est la seule partie où on ne présente pas des mesures, mais on présente plus un peu des cocktails de mesures. Donc, comment faire du dry proofing,
résistance, résilience et évitement. Donc, c'est les 3 grandes stratégies, mais quand on veut mettre en œuvre l'une d'elles, ça va prendre un cocktail de plusieurs mesures à mettre en parallèle. Donc, par exemple, ici, si on veut faire du dry proofing ou de la résistance aux inondations, bien, ça va impliquer d'adapter une entrée, ça va vous impliquer d'avoir une fondation plus résistante à la poussée hydrostatique, ça va impliquer plein de choses. Fait que je suis allée un peu vite là-dessus, là, mais je ne veux pas rentrer dans les détails anyway, mais c'est une invitation à... Là, il y a le guide en itinérance, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir, là, mais encore là, c'est le lien si vous voulez télécharger l'outil. C'est l'outil qui est présentement diffusé par le gouvernement du Québec, donc qui a été reconnu à l'échelle de la province comme la référence officielle actuellement pour la construction résiliente aux inondations. Voilà. Et maintenant, pour la prochaine étape, nous avons Écohabitation, Mme Alicia Ruel, qui va rentrer un peu plus dans les détails des mesures qu'on peut prendre dans notre demeure privée pour mitiger justement le risque lié aux inondations. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce soir avec moi. Donc, effectivement, Hélène a fait un bon topo là, des différentes mesures qu'on peut mettre dans notre bâtiment. Là, on va vraiment rentrer en détail sur c'est quoi les vulnérabilités et selon les vulnérabilités ou faiblesses de votre bâtiment, qu'est-ce qu'on peut mettre en application pour vous protéger finalement. Donc, juste une brève présentation de qui je suis. Je suis ingénieure en bâtiment. J'ai gradué à l'Université de Sherbrooke et ça fait environ 4 ans que je travaille avec Écohabitation et avec la Ville de Montréal pour accompagner des citoyens comme vous pour trouver des mesures de protection contre les inondations à mettre en place chez eux. Donc, c'est ma réalité de tous les jours de parler avec des gens qui ont vécu des inondations, qui sont dans des situations pas très amusantes. Donc voilà, c'est pourquoi je viens vous parler aujourd'hui de mon expérience. Donc, juste faire un bref topo là, de ce qu'on va parler. Juste faire un point sur la problématique, on l'a déjà vu un peu avec Benoît, mais j'ai quelques petits points à préciser là-dessus. Ensuite, comme je disais, quelles sont les vulnérabilités de votre propriété, comment les identifier, et selon ces vulnérabilités-là, comment vous pouvez vous protéger des inondations chez vous. Ensuite, Hélène vient de le mentionner, il y a plusieurs compositions résilientes qu'on a établies ensemble, Architecture sans frontières et Écohabitation, donc on va faire le point là-dessus. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant, on va vous parler du programme d'accompagnement qui va être disponible pour les citoyens de Pointe-Claire au courant de cet automne. Donc, encore une fois, on a un peu posé la table avec Hélène à ce niveau-là, mais c'est important de préciser qu'il y a 3 grandes catégories là, de mesures qu'on peut appliquer dans notre bâtiment. La première, la plus évidente, c'est de résister à l'eau. Donc, on veut garder l'eau le plus possible à l'extérieur du bâtiment. Ensuite, on peut penser à des stratégies d'atténuation, donc des jardins de pluie, des puits secs, toutes sortes de choses qui vont limiter le ruissellement sur votre terrain. Et finalement, puisque le risque zéro n'existe pas, comment on peut faire une fois que l'eau rentre dans notre bâtiment, comment on peut faire pour gérer ces petits volumes d'eau-là sans avoir à rénover à chaque année, mettre beaucoup d'investissements dans votre bâtiment, c'est ce qu'on veut éviter le plus possible. Donc, au niveau de la problématique, si vous êtes ici, c'est que j'imagine que vous vivez des inondations quotidiennement. Sachez que vous n'êtes pas les seuls, il y a plusieurs personnes à Longueuil, à Montréal. C'est vraiment un phénomène de plus en plus commun à travers le Québec et le monde. Et d'ailleurs, ici, le graphique représente très bien ce qu'on veut dire avec ce phénomène grandissant. Donc, avant, on parlait plus d'inondations fluviales, mais depuis quelques années, on voit vraiment la problématique des inondations dues aux pluies intenses. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la récurrence des pluies. Par récurrence, je veux dire des pluies qui, normalement, devraient arriver une fois aux 100 ans, ou vous voyez ici, une fois aux 15 ans. Donc, là, depuis 2022, on a eu 6 pluies qui étaient des pluies centenaires et on a eu 2 pluies qui étaient d'une récurrence de 15 ans. Donc ça, c'est seulement dans les 4 dernières années. On dit que c'est des événements exceptionnels, mais vous voyez que ce n'est pas du tout exceptionnel. Et le problème avec ça, c'est, comme Benoît l'a mentionné, oui, on va faire des investissements au niveau de la ville, au niveau des réseaux municipaux, mais en attendant que tout ça soit fait, vous le savez, ça prend du temps de mettre en place ces choses-là, bien,
on va avoir encore des pluies qui vont se reproduire et en attendant, votre maison n'est pas protégée. Donc, c'est vraiment de pallier à la situation et de se protéger en attendant qu'on ait d'autres solutions, d'autres parcs résilients, d'autres parcs éponges, pour s'assurer que vous ne perdez pas votre investissement, votre maison et ce que vous possédez finalement. Donc, au niveau des vulnérabilités, on va souvent parler de cuvettes topographiques. Donc, les cuvettes, c'est des points bas d'un territoire, donc où l'eau va naturellement venir s'accumuler. Ce que vous voyez ici, c'est la carte des vulnérabilités aux aléas climatiques de Montréal, qui inclut aussi le territoire de Pointe-Claire. Donc, ce que vous voyez, là, les points en bleu, c'est tous les points qui sont des dépressions topographiques. Ce qui est important aussi, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça, désolée. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est une carte du quartier Ville-Marie à Montréal. Ce que vous voyez en mauve, c'est d'anciens cours d'eau. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on est venu construire la ville par-dessus des anciens cours d'eau, par-dessus des marais, par-dessus des lacs qu'on est venu assécher. Mais le problème, c'est que c'est encore un chemin naturel de l'eau. C'est encore des places où l'eau veut s'en aller naturellement. Mais là, on a nos maisons, on a nos sous-sols qui sont là. Et c'est pourquoi on est autant vulnérable aux inondations. Et évidemment, nos villes sont extrêmement minéralisées. On a beaucoup de surfaces de toit, on a des trottoirs, de l'asphalte qui vraiment vont accentuer le ruissellement vers nos maisons. Donc, justement, la carte que je vous parlais est disponible pour vous au lien qui est ici, que vous allez avoir dans la présentation. Donc, vous rentrez votre adresse et ça va vous dire est-ce que je suis dans une cuvette ou pas. Ce qui est important vraiment de retenir avec ça, c'est que ça va vous donner une indication du risque. Donc, oui, vous pourriez être dans une cuvette, mais si votre maison est protégée, vous n'allez pas nécessairement être inondé. Donc, c'est un risque qui est connu, mais qui n'est pas nécessairement avéré. Un exemple de vulnérabilité architecturale, évidemment, tout ce qui est sous le niveau de la rue. Donc, on pensait à des garages, des portes d'entrée, des fenêtres. Si vous avez des fissures dans vos dalles de fondation, si vous avez un tassement de fondation, c'est toutes des entrées d'eau, comme on a vu avec Hélène précédemment. Et ici, c'est vraiment un cas intéressant. On avait un bâtiment qui... Jusqu'en 2019, on n'avait pas de problème d'inondation, qui était un bâtiment qui se trouvait dans un point vulnérable du territoire, dans une cuvette topographique. Donc, pas de problème d'inondation parce que vous voyez, on n'a pas de sous-sol ici, on n'a pas de porte, on n'a pas de vulnérabilité architecturale sous le niveau de la rue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu démolir ce bâtiment-là. On a reconstruit le bâtiment en créant plus d'unités, dont des unités au sous-sol, parce qu'on veut tous valoriser nos espaces, c'est bien normal. Et puisqu'on est venu créer des espaces en contrebas, bien là, on a eu un problème d'inondation par la suite. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment la combinaison entre vulnérabilité architecturale et où est-ce que vous vous trouvez a vraiment un impact sur vraiment le risque d'inondation que vous allez avoir. Sinon, j'aurais en passé brièvement là-dessus parce qu'on l'a un peu vu, mais au niveau de la plomberie, si vous avez un drain de fondation qui n'est pas fonctionnel, si vous n'avez pas de clapet anti-retour qui vous protège des refoulements d'égouts, si vous n'avez pas de pompe dans votre puisard, réseau combiné ou séparatif, ici, ça s'applique moins. Ensuite, aménagement extérieur, là, s'il y a beaucoup de ruissellement sur votre terrain et tout ça, c'est tout des vulnérabilités qui peuvent augmenter le risque d'inondation chez vous. Une autre vulnérabilité qui est assez étonnante, on ne pense pas toujours, mais les gouttières, ça amène énormément d'eau devant vos bâtiments. Donc ça, c'est des exemples vraiment à ne pas faire chez vous. Donc le premier ici, un très bon exemple, ça c'est des résidences qui ont été inondées près du boulevard Gouin à Montréal. Donc non seulement on avait de l'eau qui venait de la rue, mais également, on avait énormément de surfaces de toit qui étaient drainées par les gouttières et c'est ça qui contribuait fortement à l'inondation. Même chose ici. Ensuite, si on a des gouttières qui sont trop près des fondations, là, votre drain de fondation est bouché, là, il y a de l'eau qui s'accumule, on crée des fissures. Vous voyez, il y a toutes sortes de composantes qui rentrent dans ce problème-là. Et un autre problème assez intéressant, des gouttières qui sont connectées au drain français. Donc là, on a énormément d'eau, par exemple, à débit, qui amène... Il pleut énormément. On a un tuyau de 4 pouces qui rentre parfois dans votre bâtiment et là, on vient vraiment surcharger votre puisard et vous inonder de la même occasion. Donc, maintenant qu'on a vu ces vulnérabilités-là, comment on peut se protéger directement et implanter les bonnes mesures. Donc,
La première vulnérabilité qu'on va regarder, c'est au niveau des entrées en contrepente. Donc, les portes de garage qui sont sous le niveau de la rue, mais sachez que c'est des mesures qui sont aussi applicables pour des portes qui sont au même niveau de la rue. Moi, j'ai vu des situations où la porte est au niveau de la rue et était quand même inondée tellement il y avait d'eau. Donc, on dit entrer en contrepente, mais sachez que vous pourriez quand même être vulnérable si l'entrée n'est pas nécessairement en contrepente. Donc, ce qu'on vient faire ici pour cette première mesure-là, c'est que tout simplement, on vient remplacer la porte standard de garage qui est traditionnellement avec 4 ou 5 panneaux. On vient la remplacer par une porte étanche, qui est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, cette porte-là, c'est une porte qui est faite d'un seul panneau, donc il faut vraiment ouvrir là, comme ça, à l'intérieur de votre bâtiment. Et c'est une porte qui est faite d'acier galvanisé ultra résistante et qui est recouverte d'aluminium qui peut être peinturé dans différentes couleurs. Donc, vous pouvez ajuster ça à votre style architectural du bâtiment. Et une fois que la porte est fermée, elle peut retenir jusqu'à 99% de l'eau à l'extérieur. Et on l'a testé, on va le voir juste après. C'est vraiment surprenant là, la quantité d'eau que ça peut résister. Ce qui est intéressant avec cette mesure-là, c'est que c'est une solution permanente. C'est vraiment comme une porte. Donc, il n'y a pas d'impact sur l'usage de votre garage, de votre sous-sol. Ça vous permet de conserver le garage, comme je dis, l'usage de votre sous-sol. L'inconvénient, bien, c'est quand même dispendieux, on ne se le cachera pas. C'est une porte qui est fabriquée en Allemagne, donc il y a aussi des délais de livraison assez importants. Il y a des discussions en ce moment pour peut-être encourager les entreprises à faire les portes au Québec, mais on n'est pas rendu là encore. On a un installateur qui est à Laval. Mais bon, en développement, à voir dans les prochaines années qu'est-ce qui arrive avec cette mesure. Donc, justement, comme je vous disais, on a testé la porte dans un quartier à Montréal, donc il était vraiment problématique. C'était une grosse cuvette. On avait 4 résidences voisines qui étaient inondées année après année, des citoyens qui avaient perdu leurs assurances pour les inondations. Donc, ce qu'on a fait, on a remplacé les 4 portes par des portes étanches. On a également fait des travaux de plomberie parce que c'était applicable dans leur cas. Et on est vraiment venu inonder carrément les portes pour voir comment elles réagissaient, puis surtout voir comment ça s'intègre dans le cadre bâti québécois montréalais. Et ce que vous voyez à l'intérieur, c'est la quantité d'eau qu'on avait dans le garage. Donc, on a monté l'eau environ à la hauteur des murets à l'extérieur. Et vous voyez, c'est environ un verre d'eau qu'on a dans le garage. Donc, c'est vraiment gérable en temps d'inondation. Et il y a un des citoyens qui a même retrouvé son assurance suite au projet. Donc, il a écrit une lettre aux assurances, il a présenté le projet qu'il avait fait et il a retrouvé sa protection pour les inondations suite au projet. Une autre solution un peu moins dispendieuse, mais qui est aussi intéressante, c'est les bâtards d'eau. Donc, il y a 2 types de bâtards d'eau. Les bâtards d'eau métalliques ou les bâtards d'eau gonflables. Ça, c'est une mesure qu'on vient installer devant les ouvertures vulnérables. Donc, il n'y a pas besoin de modifier la porte. C'est vraiment quelque chose qu'on vient mettre au-devant et qui résiste aussi là, tout aussi bien aux inondations. Le bâtard d'eau gonflable a été testé dans le projet que Hélène vous a montré précédemment. Et les bâtards d'eau métalliques ont fait l'objet d'un projet pilote qu'on a testé cet automne également. Les avantages de cette solution-là, c'est que c'est beaucoup moins dispendieux que les portes étanches. C'est assez simple à installer. Ici, pour le bâtard d'eau métallique, on a des parties fixes qui vont être soit à l'intérieur du cadre ou à l'extérieur du cadre de porte. Et c'est des planches qu'on vient insérer dans cette partie fixe, qu'on vient serrer ensuite avec des vérins. C'est en aluminium, donc c'est assez léger. On peut les installer soi-même lors d'une inondation. Mais justement, ça doit être installé avant une inondation. Donc, ça prend un peu de gestion de votre côté, de regarder la météo. Bon, bien, il y a un événement qui s'en vient. Je mets mes éléments de protection à l'extérieur. Ou vous partez en voyage, vous installez vos bâtards d'eau, puis là, vous avez la tête tranquille pendant votre voyage. Donc, comme je vous mentionnais, on a testé cette mesure-là aussi à Montréal et sensiblement les mêmes résultats que pour la porte étanche. Très peu d'eau à l'intérieur des bâtiments. Et comme vous voyez, on peut aussi mettre ça devant les portes d'entrée. Un autre point d'entrée d'eau, c'est les cours anglaises. Donc, ça, si vous avez une porte d'entrée dans votre sous-sol qui est dans votre cour, c'est souvent un point d'entrée et ça va être les mêmes mesures que je viens de vous présenter. Donc, un bâtard d'eau ou les portes étanches peuvent être autant applicables au niveau de votre cour anglaise. Je vais passer là-dessus. Bien, je vais peut-être juste vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un puiseur qui est connecté à leur fosse dans leur garage? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non?
Bon, c'est une situation qui est moins commune dans votre cas ici parce que selon votre système d'évacuation, si jamais c'est le cas de quelqu'un que vous réalisez que c'est le cas, bien, ça sera dans la présentation. Mais pour l'instant, je vais passer. Donc, l'installation de porte étanche de bâtard d'eau, c'est quelque chose qui ne demande pas de permis à Pointe-Claire. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre rapidement en place chez vous. Sinon, si vous avez une entrée en contrepente et que vous ne voulez plus rien savoir de vos ouvertures qui sont vulnérables, ce que vous pouvez faire aussi comme solution un peu plus drastique, c'est vraiment de combler votre entrée en contrepente. Donc, ce qu'on vient faire, c'est retirer les portes qui sont problématiques. On vient fermer les murs avec des nouveaux murs de fondation qu'on va imperméabiliser et prolonger le drain français si vous en avez un. Et ensuite, on va venir remblayer l'entrée en contrepente avec du concassé et on va venir végétaliser la surface qui est au-dessus de cette entrée-là. Donc, non seulement vous vous protégez de ce point d'entrée-là pour l'eau, mais également, là, vous ajoutez une surface d'infiltration d'eau sur votre terrain. Donc, vous allez diminuer le ruissellement sur votre terrain et le ruissellement aussi vers vos voisins. Donc, vous contribuez à réduire les risques pour le voisinage également. L'avantage évident, c'est que c'est une solution qui est permanente. Vous n'avez pas besoin d'y penser une fois que c'est mis en place. Comme je disais, vous pouvez ajouter une surface végétalisée. Mais encore une fois, c'est quand même une mesure qui est dispendieuse. Ça demande plusieurs corps de métier. Et évidemment, ça condamne votre accès au sous-sol. Ici, c'est d'autres exemples un peu créatifs de ce que vous pouvez faire chez vous. Donc, installer des murets de béton. Ça peut aussi être mis en place là, pour votre cour anglaise. Donc, surélever le point d'entrée d'eau pour vous protéger de l'eau qui peut descendre vers vos entrées. Donc, le comblement est autorisé à Pointe-Claire, mais ça requiert un permis pour faire le travaux. Et dans certains cas, c'est aussi de passer par le PIA. Autrement, si vous avez des petits volumes d'eau devant votre porte ou que justement vous avez une entrée qui est vraiment moins en contrepente, une solution toute simple, ça peut être d'installer un dos d'âne devant votre entrée. Donc, c'est juste une surélévation de l'asphalte. Des fois, ça peut être suffisant là, pour empêcher que l'eau descende vers votre entrée. Et c'est une solution qui est peu coûteuse. Donc, c'est assez intéressant également. Et qui ne demande pas de permis non plus à Pointe-Claire. Bon, au niveau de la plomberie, si vous avez une chose à faire que vous ne savez pas par où commencez, commencez par installer des clapets anti-retour. C'est vraiment une des choses les plus importantes en termes de protection contre les inondations. Donc, les clapets vont vous protéger des refoulements d'égouts. Comme on a vu sur les photos que Benoît a présentées, les égouts sont pleins, il y a d'eau dans la rue, ça veut dire que les réseaux refoulent dans vos maisons. Donc, la première étape est vraiment de protéger vos appareils avec des clapets. Ça comprend les fosses que vous avez dans le garage, les drains de plancher, les douches, les bains. Parfois, on va oublier certains équipements. On pense que par exemple, les gens auront leur fosse de garage ne sera pas protégée par un clapet, mais ça doit être protégé par un clapet. Donc, c'est vraiment là de s'assurer que tous les appareils de plomberie sont protégés. Également, un point vraiment important avec les clapets, bon, parfois les gens vont me dire « oui, j'ai des clapets, mais je ne les ai jamais entretenus, je ne les ai jamais nettoyés ». De la même façon qu'on a vu avec les drains français tout à l'heure, les clapets vont s'obstruer. S'il y a un refoulement d'égouts, il peut y avoir des feuilles, il peut y avoir différents matériaux qui vont venir bloquer les clapets. Donc, c'est important d'assurer un entretien régulier pour qu'ils fonctionnent de la bonne façon. Au niveau du drain français, donc on l'a vu, un mauvais drainage des fondations va créer des fissures dans votre béton. Ça peut créer aussi des entrées d'eau. Et il y a différentes configurations pour les drains français. Donc, les drains français peuvent être installés parfois à l'intérieur, mais généralement, c'est à l'extérieur du bâtiment. Ils sont parfois raccordés à une fosse dans votre bâtiment, qu'on a vu qui pouvait être une entrée d'eau, mais on a des solutions pour mieux le gérer. Et aussi, parfois, on va avoir des drains français qui vont être des drains flexibles, qui vont s'être affaissés avec le temps. Il y a une certaine époque, les entrepreneurs installaient des drains qui étaient mous, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un a décidé que c'était une bonne idée. Et là, on se trouve dans une situation que les drains s'affaissent ou des drains en terracotta qui finissent par briser de la même façon et les drains ne fonctionnent plus. Donc, on voit ici, si vous avez un drain français qui est connecté à une fosse et qu'on a un refoulement d'égout, qui va rencontrer, si vous êtes chanceux, votre clapet qui va s'être fermé.
Mais là, le drain français, lui, il continue de couler dans votre maison. Donc, il y a une accumulation d'eau dans votre fosse. Donc, ça, c'est le cas d'un drain français qui est évacué de façon gravitaire vers le réseau. Mais on a aussi certaines personnes qui vont avoir un drain français qui se trouve plus bas que le réseau d'évacuation. Donc là, il va y avoir une pompe juste pour remonter le niveau de l'eau. Donc ça, c'est juste, parce que je vais parler des pompes un peu plus tard, mais c'est juste pour dire, si vous avez une pompe, ça se peut que c'est parce que votre drain n'est pas évacué de façon gravitaire. Donc c'est juste une petite note ici. Donc la stratégie qu'on vous propose ici, c'est si vous avez une évacuation gravitaire et justement la problématique de la fosse qui se remplit du drain français, c'est d'ajouter un système de pompe et une dérivation vers l'extérieur. Donc, ce qui arrive, c'est que si l'évacuation gravitaire n'est plus possible, les pompes vont évacuer l'eau vers l'extérieur. Présentement, la réglementation à Pointe-Claire ne mentionne pas cette solution-là. C'est quelque chose qui est en analyse chez vous, qui devrait être mis en place sous peu, au courant de l'été. Mais bon, c'est une solution. Restez à l'affût, ça devrait être intégré sous peu dans votre réglementation. Comme Hélène l'a mentionné, oui, on veut des pompes, mais on veut aussi une redondance des pompes. Donc, s'il y a une panne électrique, on a une pompe à batterie ou un convertisseur de courant qui va faire que la pompe électrique va fonctionner sur un système à batterie pour être sûr qu'on soit protégé s'il y a une inondation. Petit point important ici sur la batterie. Parfois, on peut être des années sans utiliser la batterie de la pompe parce qu'il n'y a pas eu de panne électrique. Et là, après 6 ou 7 ans d'installation de la batterie, quand on a besoin, il y a une panne électrique, on a besoin de la pompe à batterie, on réalise que la batterie s'est corrodée et là, elle ne fonctionne plus quand on en a besoin. Donc, encore une fois, c'est de faire l'entretien de ces équipements-là. Ça, c'est une chose à garder en tête de la présentation, tous vos équipements, les entretenir, et ça inclut les pompes et les batteries. Ensuite, au niveau des ouvertures vulnérables, donc si vous avez des fenêtres par lesquelles l'eau rentre, il y a différentes façons de protéger ces ouvertures-là. Donc la première, ce qu'on va dire, c'est de faire des margelles, donc de drainer les fenêtres, d'ajouter ici, là, ce que vous voyez là, la section en métal, c'est la margelle, et on va ajouter un drain au fond de cette margelle-là, et le drain va permettre de drainer l'eau qui s'accumule près de votre fenêtre. On peut aussi installer un protecteur comme ici qu'on voit en plastique ou un bâtard d'eau dans vos fenêtres, mais ça, c'est vraiment en situation d'urgence parce que généralement, une fenêtre dans un sous-sol est également un point de sortie lors d'un incendie. Donc là, si vous gardez ça en tout temps et qu'il y a un feu et que la personne ne peut pas sortir, là, vous avez d'autres problèmes que vous pouvez très facilement imaginer. Donc ça, c'est vraiment en situation d'urgence, mais au moins, on a une solution pour se protéger lors des inondations. Pour revenir justement aux gouttières qu'on a parlé tantôt, ce qu'on propose tout simplement, c'est de les éloigner le plus possible des fondations, idéalement pas dans le terrain de votre voisin, vous gardez ça sur votre terrain, mais à une distance minimale, on dit 1,5 mètre là, qui est recommandé, et évidemment vers une surface qui est végétalisée pour favoriser l'infiltration d'eau. Ça, c'est des mesures qu'on peut faire au niveau de l'aménagement extérieur. Donc, vous pouvez installer un jardin de pluie ou un puits sec, par exemple, et justement, les gouttières que je viens de présenter, vous pouvez les dévier vers ces éléments-là. Pour ces mesures-là, sachez qu'il y a un projet pilote en ce moment en cours sur lequel on travaille à Montréal qui vise l'implantation de jardins de pluie et qui va permettre de rédiger un guide pour l'ensemble de l'île de Montréal. Donc là, on a pas beaucoup d'informations encore sur ces mesures-là, mais on va avoir des cas concrets de vraiment les étapes à suivre là, pour installer ce genre de système-là chez vous. Donc, restez à l'affût encore une fois, là, vous allez avoir plus d'informations dans les mois qui viennent par rapport à ça. Sinon, au niveau des clapets, du détournement pour les pompes et tout ça, vous n'avez pas besoin de permis à Pointe-Claire, mais pour les drains français, vous pourriez nécessiter un permis. Donc ici, c'est juste un petit temps de mémoire pour vous rappeler de faire certaines choses annuellement. Donc, comme je disais, vraiment important, tester vos pompes, vos batteries, nettoyer vos clapets, inspecter le drain français, nettoyer vos puiseurs, s'assurer qu'il n'y a pas de feuilles à l'intérieur qui pourraient boucher vos différents systèmes, entretenir les gouttières également.
Et en cas d'urgence, si vous avez des bâtards d'eau, les installer. N'oubliez surtout pas d'installer vos bâtards d'eau, ça serait dommage. Ne pas utiliser l'eau non plus pour ne pas mettre plus de pression sur le système. Enlever les systèmes qui vont obstruer les drains de plancher, qui vont drainer votre sous-sol. Et monter les éléments de valeur aux étages supérieurs. Donc, maintenant, on va rentrer dans les compositions résilientes. Donc, si par exemple, votre sous-sol en ce moment doit être refait, c'est des bonnes mesures que vous pouvez mettre en place pour avoir un sous-sol plus résilient. Donc, juste un petit point avant de commencer cette section-là. On a un problème d'inondation en ce moment, principalement parce qu'on a des sous-sols, on a des points qui sont, des espaces qui sont vraiment vulnérables aux inondations. Quand on a construit nos maisons, on utilisait des sous-sols plus comme vide sanitaire ou comme chambre froide, par exemple. Mais en voulant valoriser nos espaces, on a créé des chambres, des cinémas maisons, toutes sortes d'espaces intéressants au sous-sol qui sont malheureusement devenus des points de vulnérabilité. Un autre point également au niveau des assurances. Si vous avez déjà eu à faire affaire aux assurances, vous avez peut-être entendu ce discours-là de parfait, on va payer, on va vous rembourser pour vos travaux, mais vous devez reconstruire de la même façon. Toutefois, ce qu'on se rend compte avec les différentes études et différents projets qu'on a faits, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec les compositions actuelles parce qu'ils vont vraiment garder l'humidité à l'intérieur du sous-sol, ils vont vraiment favoriser la croissance de moisissure. Donc, on propose des solutions qui seront plus résilientes et qui vont empêcher ces phénomènes-là d'arriver. Donc, la première composition qu'on va parler, c'est au niveau des murs résilients. Il y a deux façons de faire des murs résilients, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Généralement, si vous avez un sous-sol qui est fini, on va faire les travaux par l'intérieur. Mais je vais juste faire une petite note au niveau des travaux extérieurs. Donc, si vous avez une fondation qui est vraiment friable ou qui est en mauvais état, qui a beaucoup de fissures, ça peut être intéressant de faire les travaux à l'extérieur parce que de cette façon-là, vous allez pouvoir isoler votre mur de fondation, ce qui va le protéger du cycle de gel-dégel et donc réduire la propagation de d'autres fissures. Donc, pour faire ça, on va excaver, c'est quand même des travaux majeurs, là, mais si vous avez également un problème de drain français, ça peut être l'occasion de faire les travaux en même temps par l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est excaver le pourtour des fondations. On va venir imperméabiliser le mur, donc ce qui va empêcher l'eau de rentrer dans le bâtiment. On va ajouter une membrane drainante, qui est la membrane qu'on appelle Delta MS, qui est la membrane brune que vous voyez à l'écran. Et on va venir isoler les murs correctement pour ensuite remblayer. J'ai oublié le drain français. On va venir installer le drain français ou l'entretenir selon le cas. Et après ça, on va venir remblayer. Au niveau des murs intérieurs, comme je disais, vous risquez d'être plus dans cette situation-là, de vouloir refaire votre sous-sol. Donc, encore une fois, c'est pour des fondations qui sont en meilleur état. Donc, voici une composition. Je vais passer étape par étape. Donc, ce qui est important de garder en tête avec les murs résilients faits par l'intérieur, c'est qu'on veut s'assurer que les matériaux entre eux vont sécher et qu'on va être capable de nettoyer notre sous-sol, de laisser sécher le tout et de réinstaller les éléments qu'il faut réinstaller sans défaire les murs, sans défaire le gyps et devoir refaire à chaque fois, investir 40 000 $ dans notre sous-sol à chaque année. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc, la première étape, on vient isoler notre sous-sol avec des matériaux qui vont bien résister à l'eau, donc du polystyrène extrudé ou de l'uréthane giclé, par exemple. C'est des matériaux qui vont mieux réagir avec l'eau. Par exemple, ce qu'on voit souvent dans les sous-sols, c'est l'utilisation de fibres de verre. Fibre de verre réagit très mal avec l'eau, va vraiment s'affaisser avec le temps. Donc, c'est le genre de matériaux qu'on ne veut pas utiliser dans son sous-sol. Ensuite, on va installer l'ossature résiliente, l'ossature de bois. Et vous voyez ici, là, on vient créer un espace entre l'isolation et l'ossature, ce qui va vraiment permettre au mur de sécher. La même chose ici, là, entre les forens et la lisse du mur, on va créer des espaces. Même chose, on va éviter vraiment que le bois soit en contact avec le béton. Le béton a beaucoup de capillarité qui va amener l'humidité du sol dans votre sous-sol et sur le bois, donc on évite vraiment que ça soit en contact. On peut installer, par exemple, ça ici, c'est un couvre-marche qu'on peut mettre à l'extérieur pour ne pas glisser l'hiver. Vous pouvez couper ça, mettre ça en dessous de vos cloisons. Il y a aussi vraiment des produits spécifiques, mais bon, il y a différentes façons de faire à ce niveau-là.
Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir isoler la partie haute du mur. Et ici, je veux vraiment porter votre attention sur le fait qu'on n'a pas isolé le bas du mur. Donc ici, si l'eau arrive, par exemple, à 6 pouces d'eau, bien, on n'a pas d'isolant en matelas qui, lui, va très mal réagir à l'eau. Ici, bon, c'est de la fibre de roche qui réagit un petit peu mieux à l'humidité que la fibre de verre, mais quand même, si c'est plein d'eau, il faut arracher. Mais là, ici, on n'a pas d'isolation dans le bas, donc on peut juste laisser sécher le mur et on n'a pas besoin d'enlever l'isolant en matelas. Donc ensuite, on vient installer le revêtement de finition, par exemple du contreplaqué comme ça, mais ça peut être aussi du gyps. Et encore une fois, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient arrêter le revêtement dépendamment de la hauteur d'eau que vous observez dans votre sol. On peut dire à 1 pied du sol, ou ça peut être 6 pouces, dépendamment de votre maison. Mais on vient vraiment créer une cavité. Donc, si l'eau rentre dans votre sol, l'eau va rentrer derrière, dans votre ossature, mais vous avez une cavité qui va permettre au mur de sécher. Et on se rappelle, il y a de l'espace entre tous vos matériaux, donc il n'y aura pas d'accumulation d'eau, il n'y aura pas de création de moisissure entre vos matériaux. Et là, évidemment, on ne veut pas laisser un trou dans le bas de votre mur. Donc, ce qu'on vient ajouter, c'est une plainte amovible. Ici, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire. Donc, c'est une plainte qu'on va mettre vraiment pour cacher le trou et qu'on va pouvoir enlever lors d'une inondation, ce qui va permettre au mur de sécher. On vient nettoyer derrière et on remet la plainte. Évidemment, c'est un petit peu de travail, mais on aime mieux ça que de mettre encore 50 000 dans notre sous-sol. Donc, ici, vous voyez, là, c'est un exemple de la plainte, justement. Une autre option que vous pouvez faire pour avoir des murs résilients, c'est, par exemple, vous pourriez juste avoir le bas en céramique ou en béton. Ça, c'est une photo de notre bureau qui, par hasard, est résilient de la sorte. Mais vous voyez, il y a du béton par le bas qui est vraiment facile à laver. Et après ça, on a un autre matériau de finition, du gyps ou du bois, qui est dans la partie supérieure du mur. Au niveau des planchers, il y a 2 façons de faire des planchers résilients. Donc, si vous avez une dalle de béton existante et que là, vous ne voulez pas nécessairement casser la dalle, c'est ce qu'on souhaite, vous pouvez ajouter un pare-vapeur sur votre dalle, ce qui va bloquer l'humidité qui vient du sol. Ensuite, vous pouvez ajouter un matelas drainant qui va drainer l'eau. S'il y a de l'eau qui s'accumule, ça va drainer l'eau vers un drain de plancher. Et ensuite, on vient isoler et ajouter un plancher résilient, par exemple du Vinyl Click, qui est un plancher qu'on va pouvoir mettre en place, enlever et nettoyer par la suite. Donc, encore une fois, avec cette mentalité-là on aime mieux nettoyer que de réparer. Une autre solution, si vous avez plus d'investissement à mettre et si vous avez des travaux de plomberie à faire sous dalle, une autre solution qu'on favorise, bien qu'elle soit plus dispendieuse et un peu plus intéressante de notre côté, c'est de faire une nouvelle dalle carrément. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient casser la dalle de cette façon-ci. On vient enlever la plomberie existante. On vient refaire la nouvelle plomberie. Donc, ça, comme je vous dis, c'est vraiment intéressant, si vous avez des travaux de plomberie à faire dans le sous-sol, de tout faire en même temps. Et ensuite, on vient l'isoler selon les standards du code. On peut aussi ajouter un plancher chauffant si le cœur vous en dit. Et ensuite, on coule la nouvelle dalle de béton. Et ce qui est vraiment intéressant, comme j'ai mentionné, le béton, ça se nettoie super bien. On n'a pas de matériaux intermédiaires, on n'a pas d'isolant, on n'a pas de matelas drainant. On a vraiment juste du béton qu'on peut venir nettoyer. Donc, ça facilite vraiment la gestion là, après les inondations. D'autres petits points importants que Hélène a un peu mentionnés, toujours garder en tête qu'on veut des matériaux qui vont mieux résister à l'eau. Donc, pas utiliser des portes qui sont à âme creuse, privilégier des portes en bois plein qui vont vraiment mieux, ils ne vont pas se gauchir là, avec l'eau. La même chose pour les moulures. Avoir des escaliers qu'on peut nettoyer là, suite à une inondation. Encore une fois, surélever là, tout ce qui est circuit électrique. Donc, s'il y a un petit volume d'eau qui rentre dans votre bâtiment, vous n'avez pas un gros court-circuit dans votre bâtiment. Même chose pour les électroménagers. C'est des choses toutes simples, mais qui vont vraiment faire la différence en termes de coût des travaux que vous allez avoir à faire après une inondation. Donc ici, juste brièvement, c'est un peu la situation idéale du sous-sol résilient. Donc, refaire la dalle pour vraiment avoir une belle dalle de béton et avoir la composition de murs résilients.
Mais évidemment, on sait bien que refaire une dalle, c'est pas toujours réaliste pour tout le monde. Donc, avoir une dalle qui est isolée par le dessus, selon ce que j'ai présenté, peut être très viable aussi dans certains cas. Ici, c'est simplement certaines questions à vous poser pour orienter vos travaux. Donc, est-ce que vous devez installer un drain français? Est-ce que vous devez le remplacer? Est-ce que votre dalle est isolée? Généralement, avant 2013, les dalles n'étaient pas isolées. Évidemment, on va recommander d'isoler votre dalle parce que ça l'amène à un inconfort thermique important. Est-ce que votre plomberie est conforme? Juste différentes questions que vous pouvez vous poser qui vont vous permettre d'orienter mieux vos travaux par la suite. Donc, dernière section, qui est le programme d'accompagnement qu'on offre présentement chez Écohabitation et qui sera offert chez vous à l'automne. Donc, c'est pour les citoyens inondés résidents de Pointe-Claire. L'objectif du programme, c'est d'identifier avec vous c'est quoi les points d'entrée d'eau de votre maison, donc les faiblesses, les vulnérabilités, vous informer sur les mesures que vous pouvez mettre en place selon ces points-là. Donc, on peut vous proposer différentes mesures. Et ensuite, on va vraiment permettre de faciliter les discussions avec l'entrepreneur. Ce qu'on réalise, c'est que c'est souvent ça l'enjeu. Les citoyens n'ont pas nécessairement le vocabulaire technique pour parler aux entrepreneurs. Donc, de faire le programme avec nous, ça vous donne un peu plus d'informations là-dessus. Et on peut également analyser les soumissions. Donc, si vous avez des soumissions de plombiers, par exemple, on peut les analyser avec vous, dire, bon, bien, celle-là, par exemple, est vraiment plus chère que l'autre ou de ce que je vois en général, sans vous recommander des entrepreneurs, mais juste pour vous donner des petits points pour mieux sélectionner votre entrepreneur. Et parfois, il y a des soumissions qui sont pas réglementaires, que les citoyens ne vont pas nécessairement voir, mais qu'avec notre œil aguerri, on va plus voir. Donc, c'est vraiment les avantages de ce programme-là. Brièvement, sur le processus. Donc, la première étape, c'est vous remplissez un formulaire diagnostic qui est assez complet. C'est plein de questions techniques sur votre maison. Justement, tous les points qu'on a abordés, avez-vous un drain français, avez-vous des clapets, etc. Vous nous envoyez aussi beaucoup de photos de votre maison. On analyse le tout. Et suite à ça, on vous propose un plan de travail personnalisé. Donc, différentes propositions pour votre maison. On met l'attention aussi sur certains points critiques de votre maison qui sont particuliers. On vous propose, comme je disais, des mesures. Et pour chaque mesure, on vous donne beaucoup d'informations techniques pour mettre en place les mesures chez vous. Vous pouvez ensuite nous rencontrer par visioconférence pour qu'on parle de votre projet. Ensuite, vous avez un peu de choses à faire de votre côté, faire les demandes de permis, voir avec le programme de subvention comment mettre ça en place, les demandes de soumission. Et ensuite, on peut, comme je disais, analyser les soumissions ensemble et se rencontrer à nouveau pour vraiment faire le tour du projet. Ici, c'est juste un exemple du formulaire d'application, donc vraiment les questions techniques sur votre maison. Ici, le plan de travail, donc vous voyez, on va aller chercher les données qu'on a sur la carte des vulnérabilités et on va vraiment vous dire, bon, OK, vous êtes dans une cuvette, mais votre maison présente peu de risques parce que tel élément. Donc, on va vraiment faire une analyse de ça. Et les fiches techniques, ça, c'est des exemples de la fiche technique qu'on va vous présenter. Donc, les avantages, les inconvénients de chaque mesure pour vous aider à choisir. Les conseils d'utilisation aussi, qui vont vraiment recouper un peu le référentiel d'Hélène. On travaille ensemble fréquemment, donc on dit pas mal les mêmes choses. Et on vous envoie aussi un devis de plomberie. Donc, c'est un document que vous pouvez transmettre à des plombiers. Et dans le fond, là-dedans, ça va mentionner tous les points qu'on va avoir trouvés sur votre maison. Donc, les travaux qu'on va proposer aux plombiers. Encore une fois, juste pour faciliter le travail ou la communication avec le plombier. Évidemment, ça ne remplacera pas l'expérience technique du plombier, mais c'est comme une première étape, une première communication à faire avec le professionnel. Voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que les questions vont se faire au micro ou... Ouais? Bon. Does anybody have any questions pertaining to the 3 presentations this evening? Yes. Is it possible to have a printout, French and English, of the presentation?
because I'm going to forget 80% of this by the time I walk up the building. Definitely, we'll provide you with that information. Yeah, you're welcome. So, is this being recorded? Yes, it is. Okay. Will the question and answer periods also be included, It's or supposed just to the be- presentation? it's supposed Because to be- that's not always the case. Yeah, it's supposed to be recorded. Question and answers as well? Okay. All right. Question. My daughter has these battery-operated sump pumps. Ma fille, elle a une pompe à plusieurs batteries. Et vous avez mentionné là, de faire vérifier les batteries. Comment est-ce qu'on fait ça, de vérifier une batterie? À part de le faire partir, là, mais on ne sait pas si la batterie est vraiment détériorée ou non, là, sans qu'on le laisse tourner pendant 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est d'ouvrir, c'est de tester la batterie. Après ça, au niveau de la tester, il faudrait voir si on peut l'ouvrir puis regarder si elle est corrodée. Mais juste de l'inspecter visuellement, déjà, ça fait une bonne différence. Parfois, elle est comme cachée dans un coin puis on la regarde jamais. Puis on a juste à la regarder puis on voit qu'il y a un problème avec la batterie. Donc, c'est vraiment de la tester avec la pompe, voir si ça fonctionne. Puis, OK, mais c'est ça qu'on fait, là, une Ouais. fois par année, là, on le part, puis c'est facile, on lève le couvert, puis on part Ben, la dans switch, ce là, cas-là, puis je bon. vous dirais qu'elle Mais, fonctionne, mais une batterie, même, ça peut tourner pendant 30 secondes, mais il nous faut une batterie qui tourne pendant 30 minutes. Comment est-ce qu'on peut savoir si la batterie est bonne, ou est-ce qu'on fait tout simplement la changer à tous les 4 ans? au niveau de la durée de vie de la batterie, précisément, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi. Mais si vous cherchez la batterie spécifique que vous avez, vous allez pouvoir voir c'est quoi la durée d'utilisation de votre batterie. Parfois, c'est comme 6 heures environ là, qu'une batterie peut rouler, mais des fois, on a besoin de plus longtemps aussi. Là. Fait que c'est de vérifier votre batterie, peut-être faire une recherche Internet, combien de temps qu'elle peut durer. Puis, c'est ça, de la tester sur une longue période de temps aussi, voir si elle fonctionne bien. Votre programme d'accompagnement, j'ai remarqué que vous n'avez pas mentionné de visite de chantier. Tout va se faire à distance. Là, et si je vous dis que j'ai une contrepente de 4 pouces vers la maison, vous allez dire, bon, c'est correct, vous avez 4 pouces, ou il n'y a personne qui vérifie que les États... C'est vraiment une analyse qui est faite à distance, puis ça peut sembler surprenant de se dire, comment vous allez voir les problèmes si vous êtes à distance, mais je vous dirais que j'ai tellement vu de cas, là, je suis à peut-être 70-80 personnes accompagnées jusqu'à présent, et c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et honnêtement, avec les questions que les citoyens remplissent, je suis capable d'identifier, sont où les problèmes, puis de donner des pistes de solutions, ou dire, ça c'est un point qu'on n'est pas certain, il faut que vous fassiez vérifier par un professionnel, il faut que vous fassiez faire un test de caméra. Donc c'est vraiment pour vous orienter par la suite. C'est pas un rapport d'inspection, c'est vraiment pour vous guider pour la suite, puis c'est fait comme ça pour qu'on puisse accompagner plus de citoyens, en fait. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans votre situation, et là, si on ferait des visites à tout le monde, on pourrait accompagner très peu de gens, malheureusement. Donc, c'est plus misé sur la quantité, puis je vous dirais, juste avec ça, les gens sont assez bien accompagnés pour continuer leurs travaux par la suite, là. OK. Et pour la Ville, est-ce que vous allez afficher là, sur votre site comment la démarche à faire pour demander à ces subventions? Oui, tout à fait. Essentiellement, au courant de l'été, nous allons travailler avec Écohabitation et puis on va finaliser le programme d'aide financière qui va être en lien avec ce qu'ils offrent. OK. Bon. Merci. Bienvenue. So we're okay for questions? Okay, so est-ce que je peux parler en anglais, français? C'est pas grave. I think that tonight, what we got out of this tonight is that we all have different situations, but there's a lot of solutions too. Some of them aren't easy. There's some that could be expensive, but I think at the end of the day, there are solutions. And if we take the time and look at each of our houses, that we could come up with something that will make us feel much more comfortable and everything else. Je vous dis merci beaucoup pour l'information. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de pages à lire, mais comme j'ai dit en anglais, il y a des solutions. Est-ce que peut-être 100%, on n'est pas sûr jusqu'à le temps qu'on va utiliser on va voir qu'est-ce qui se passe, mais je pense que I'm comfortable knowing that at least, sloping down garages, windows, doors, there are ways of waterproofing our houses, so
Again, thank you very much. Thank you, Gilles Jouard, our Director General, who's been putting a lot of energy in this and working out programs with these people. I'm happy the City of Pointe Claire stepped up to the plate. I'm actually proud that we've stepped up to the plate. There will be a program in place. It's not that we don't want to do it, but it's a governmental process we have to follow by putting the motion forward and adopting it and so on and so forth. So it's a process, but we're there. Hopefully by the fall time, it will be there in place that you'll be able to apply for your the subventions, and hopefully it will help you all out and give you a little bit more security and comfort around your home. So thank you very much for coming out tonight, and thank you guys again. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que c'est un soir, mais c'est vraiment apprécié que les citoyens vous disent merci beaucoup aussi. So thank you very much. Thank you. Anything else?